Bonjour Marilyn, Bonjour Armelle, je suis super contente de te retrouver pour ce podcast aujourd'hui ensemble. moi aussi, merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. On va justement plonger dans un sujet qui te passionne et avec lequel tu travailles toi depuis à peu près 2 ans et demi, qui est l'énéagramme. Pour ce podcast aujourd'hui et peut-être d'autres axes qui vont être, voilà, qui vont être un peu disons, en comète autour de ce sujet-là. Et toi, tu accompagnes les personnes justement dans les grandes transitions de vie, que ce soit les mariages laïques, que ce soit les naissances, les hommages, et aussi en accompagnement plus entrepreneurial avec des personnes en groupe. Et tellement d'autres choses, parce que ça, c'est vraiment tes étiquettes, mais après, on plonge un petit peu dans tellement d'autres aspects qui sont, voilà, qui sont inhérents à ce que tu aimes, en fait. Et l'énéagramme fait vraiment partie aussi d'un outil que tu utilises depuis, voilà, depuis ces dernières années dans tes accompagnements. Tu vas nous en parler un peu plus et surtout, on va essayer de comprendre un petit peu ce que c'est, même si ça fait quelques années qu'on en parle et que certaines personnes ont déjà utilisé cet outil et l'utilisent voilà, quotidiennement. Je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est, l'énéagramme, et du coup, on va essayer de voir tout ça ensemble aujourd'hui. Que tu nous Oui. expliques au mieux, en tout cas, de ton expérience, depuis ton propre parcours, ce que cet outil voilà, peut amener et peut apporter dans nos vies. Mhm. Ça va, j'ai été claire sur ce que tu faisais. Parfait. Hop. Justement, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur, peut-être tu veux rajouter des choses sur ce que tu fais ou peut-être tu veux qu'on plonge directement dans l'énéagramme? Non, écoute, je crois que tu as très bien synthétisé tout ça. C'est vrai que mes activités sont vastes parce que je m'adresse autant voilà, aux individus qui sont justement dans ces grandes transitions de vie, aussi aux entrepreneurs parce que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Et puis où je peux justement aussi apporter pas mal de pistes par rapport à mon expérience et où l'énéagramme lui aussi peut vraiment déployer beaucoup de facettes. Donc voilà, c'est juste ça pour le préciser, mais sinon c'est vrai que le cœur de mon activité reste toujours l'accompagnement dans les transitions de vie et les célébrations de cérémonies. Ok. Et l'énéagramme, justement, pour les couples, on va dire que c'est aussi là où je me suis le plus spécialisée, parce que je pense que déjà, quand on fait cette découverte pour soi-même, c'est quelque chose de très intéressant, de très puissant. Mais je pense que quand on le fait ensemble, à deux, dans l'idée justement de déployer, je dirais, une plus grande conscience de son couple, c'est vraiment comme si on allait vraiment à un palier supérieur. C'est Mhm. vraiment, je me connais moi et je t'offre ça à toi, et l'autre va vouloir faire la même chose. Et il y a cette rencontre qui se fait entre les deux qui amène vraiment à quelque chose d'encore plus puissant, d'encore plus fort dans la découverte de soi, de l'autre et de la connaissance de la relation. Ok, super. Comment justement, toi, en quelques mots, pour nous remettre le contexte, comment tu as découvert cet outil et pourquoi ça a été autant, je vais dire, un game changer dans ta vie pour que tu l'utilises vraiment quotidiennement pour toi et pour d'autres personnes? Ouais, alors c'est une excellente question parce que justement l'histoire elle est très belle. C'est une histoire de signes, d'intuition et de coïncidences comme je les aime, qui ont d'ailleurs souvent jalonné mon parcours. C'était il y a un peu plus de 2 ans et demi justement, et je pense que c'était au cours de la même semaine. J'entends, je sais plus exactement, mais je pense que c'était en tout cas 2 ou 3 personnes qui parlent de cet outil. Je vois ce mot qui revient comme ça à plusieurs reprises dans un laps de temps très court. Et j'ai appris justement à faire attention à ce genre de choses. Donc, en voyant ça, ce mot qui avait l'air un peu barbare au départ, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je vais donc faire quelques recherches sur Internet. Et là, je découvre à quel point, apparemment, cet outil permet de mieux se comprendre soi-même et de mieux connaître le monde qui nous entoure. Et tout de suite, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu vraiment cette sensation, cette intuition que ça pouvait être quelque chose de justement qui pouvait encore plus m'aider dans ce cheminement que je fais avec les personnes et avec les couples en particulier. Donc, je me suis dit, bah, tiens, j'ai un peu de temps là devant moi, je vais chercher à comprendre plus ce que c'est. Et je regarde, donc moi, je vis à Lausanne en Suisse,
Et par hasard, je vois un stage qui s'ouvre quelques jours plus tard à Lausanne, alors qu'apparemment ces formations sont assez rares. Et je me dis, wow, donc je prends mon téléphone, j'appelle tout de suite la personne. Il reste de la place, donc bingo, je m'inscris. Et la première étape du stage, c'est donc ce qu'on appelle un typage, c'est-à-dire découvrir mon type, mon énéatype, avant de poursuivre la suite du chemin, ce que je trouve d'ailleurs très bien. Et là, suite à cette séance personnelle pour découvrir mon type énéagramme, c'est la révélation. C'est vraiment la révélation. J'avais déjà testé plein d'outils, plein de choses comme ça pour mieux se connaître, pour aller à la rencontre de soi. Mais il n'y avait jamais rien qui m'avait, on va dire, totalement convaincue. J'avais souvent l'impression finalement qu'on était mis dans une case et puis bon, ben voilà, on nous donne quelques outils, quelques aspects pour se connaître, mais ça s'arrête là. Et là, avec l'énéagramme, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait vraiment une mise en conscience de tout mon chemin de vie passé et de tout ce qui allait se dérouler dans les années à venir parce que c'était tellement intéressant et ça mettait tellement en lumière certaines choses que j'avais vécues, certains points clés de mon existence où j'avais pas toujours eu des réponses. Et là, tout à coup, tout prenait sens par rapport justement à ce code. Moi, j'aime bien appeler ça ce code que j'avais au fond de moi, ce mécanisme, souvent aussi un mécanisme de défense, mais qui tout à coup me permettait de comprendre pourquoi j'avais pris certaines décisions, pourquoi j'avais évolué d'une certaine manière, pourquoi certaines de mes relations interpersonnelles se déroulaient bien ou moins bien. Donc vraiment, ça a mis en lumière plein de points clés. Puis comme j'aime bien dire, ça a vraiment été la ligne qui a relié tous certains points de mon existence, même s'ils étaient complètement, on va dire, ils avaient l'air totalement dissociés les uns des autres, où il n'y avait pas de sens. Là, tout à coup, c'est comme si tout faisait sens. Et puis, ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est que c'est pas quelque chose qui s'est basé juste sur une date de naissance ou juste sur, on va dire, des choses comment dire, peut-être abstraites. Hein. Alors, pas que une date de naissance ce soit abstrait, mais je veux dire, là, c'était très, très concret dans le sens où il y avait vraiment un entretien qui se passait où la personne a cherché à comprendre quel était mon chemin de vie, comment j'étais, comment je réagissais. Et du coup, ça a rendu tout ça très, très tangible et tout de suite très concret. Ouais, c'est ça, c'est que ça a donné des éléments de réponse à des choses que toi, tu n'arrives pas forcément à comprendre. Ouais. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce que tout à Ouais. coup, j'avais des réponses. Et tout à coup, par rapport aussi aux décisions que j'allais prendre, ben, il y avait ça qui était toujours un peu en arrière-plan et qui me permettait de me dire, ah voilà, j'arrive à avoir cette position d'observatrice sur moi-même et sur tout ce qui m'entoure. Donc, c'est là où je parle vraiment d'une grande ouverture de la conscience. Ouais, ouais. C'est vrai que les outils sont très, très variés. On a énormément de choses à notre portée et on est attiré plus ou moins par certains outils qui vont résonner plus que d'autres. Toi, effectivement, il y avait ce côté, si je comprends bien aussi dans ton parcours, il y avait ce côté, toutes ces choses, peut-être même tu parles de l'astrologie ou qui sont pour certaines personnes pas du tout abstraites, mais qui pour toi n'avaient pas ce sens parce que tu n'arrivais pas peut-être à connecter à ça ou que tu avais besoin de t'appuyer vraiment sur des choses de la vie de tous les jours que tu avais vécu et trouver un raisonnement plus concret. Je pense qu'effectivement, cet outil est venu à toi de cette manière et va résonner peut-être ou non pour les personnes qui nous écoutent, mais en tout cas, c'est des éléments de réponse pour peut-être pour creuser un petit peu qui on est, parce que j'ai l'impression, tu vois, moi qui ai fait l'énéagramme avec toi, parce que voilà, on a déjà pas mal échangé dessus, que c'est vraiment un outil basé sur la personnalité principalement, qui va nous donner des points de départ. Mais peut-être qu'il n'y a pas que ça. En tout cas, pour moi, c'est un outil vraiment une espèce de carte, de la personnalité, qui, en tout cas, de l'identité, peut-être profonde, plutôt que la personnalité, parce que la personnalité, on la façonne avec le temps, elle fait partie de quelque chose qui est lié à notre éducation, qui est lié à le pays où on a grandi, où on a vécu, qui est lié à nos propres croyances et nos propres expériences. Peut-être que, je ne sais pas si tu es d'accord pour dire ça, que l'énéagramme, c'est un outil qui vient connecter avec notre identité. Absolument, absolument. Je trouve que c'est hyper juste justement ce que tu dis et de parler d'identité plutôt que de personnalité. Et d'ailleurs, c'est important de le préciser parce que souvent, c'est là où il peut y avoir des confusions avec Ouais. avec cet outil. C'est qu'on croit que c'est défini par des traits de personnalité. Alors,
on va peut-être être amené à faire un test sur Internet ou à rencontrer une personne et se dira, tiens, lui ou elle, c'est un type, par exemple, c'est un type 3 parce que voilà, il a ces traits de caractère. Mais c'est pas ça, c'est beaucoup plus subtil et c'est beaucoup plus profond. L'énéagramme, c'est vraiment quelque chose qui est, on va dire, on peut dire qui est drivé, je vais le dire en anglais. Ouais, un petit peu. Ouais, par comme Des je disais, Franglish. par un code, par un mécanisme, par quelque chose qui est ancré au fond de soi-même. Et on n'en est pas toujours conscient de ça. Et une fois qu'on a conscience de ce moteur, de ce truc qui est là au fond et de à quel point finalement ça prend de la place dans notre vie, et à quel point ça a du poids dans les décisions, dans les choses qu'on vit, c'est là où vraiment on parle effectivement de quelque chose d'identitaire plus que de trait de personnalité. Parce que la personnalité, finalement, elle évolue au fil de notre vie. Et Elle puis, change. Ouais. bien sûr qu'au cours de notre vie, on va prendre un peu tous les traits de personnalité de chaque type de l'énéagramme, en fonction des situations qu'on vit, en fonction des choses qu'on est amené à expérimenter. Donc, c'est beaucoup plus profond que ça. Ouais. Est-ce que d'une certaine manière, si on va encore plus loin dans la réflexion sur l'énéagramme d'un point de vue plus spirituel, plus profond, est-ce que tu penses que d'une certaine manière, ce serait un peu l'empreinte, tu parles de code, tu parles beaucoup de code, est-ce que elle pourrait, cette vision-là de nous par l'énéagramme pourrait être un peu liée à notre âme ou ce qu'on pourrait appeler notre essence? Comment tu vois les choses par rapport à ça? Alors ça, c'est une question effectivement que je me suis souvent posée, de savoir finalement, ça m'intrigue énormément, à quel moment est-ce que notre énéatype se définit? Est-ce que c'est quelque chose qui est là déjà avant la conception? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive à la naissance, quand on va dire l'enfant qui vient au monde, il va tout à coup prendre conscience de tout ce qui l'entoure et développer aussi peut-être ses mécanismes de défense? Ou est-ce que c'est quelque chose qui se fixe plus tard? Alors, il y a différentes théories à ce sujet, hein. J'ai entendu que voilà, c'est vers l'âge de 6-7 ans que l'énéatype est fixé sur un enfant. Moi, j'ai plutôt appris qu'à la naissance, il y a déjà quelque chose qui se fait. Et moi, j'ai une conviction personnelle, mais ça, je ne sais pas, qu'il y a déjà énormément de choses qui sont en train de se construire pendant ou même avant la gestation. Ok. Moi, je crois très fortement qu'effectivement, hein, quand on arrive, en tout cas l'âme, elle est déjà très présente, elle est déjà incarnée, et qu'il y a déjà un chemin de vie finalement qui est inscrit. Il y a déjà énormément de choses au niveau de l'âme qui sont là par rapport aussi au choix de l'existence qu'on va mener. Donc voilà, mais ça c'est très difficile à dire. Je ne sais pas s'il y a une réponse ou si on la trouvera un jour. Ouais. En tout cas, ce que je peux dire par rapport à mon expérience de maman, et ça c'est très intéressant, c'est que, alors on verra, j'ai un petit là de 1 an, il a déjà des choses qui me font penser à un certain type, mais je veux pas non plus déjà maintenant mettre un certain cadre autour. On verra bien comment est-ce que ça évolue. En revanche, ma fille, hein, qui va avoir 6 ans, ça a été quand même assez clair dès le départ, et on attend de voir maintenant comment ça évolue au fil des années, mais ça se définit très clairement finalement par rapport à ce qu'on a déjà observé. Ouais, on va, je pense aussi pendant cet échange, aborder avec toi les grands types énéagrammes. Mais justement, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui a peut-être peur de cet outil-là, en se disant: «Mais c'est super déterministe, je suis dans une case, ça veut dire que dès ma naissance, on va me catégoriser comme étant, perfectionniste ou chef et que ça va déterminer ma vie». Est-ce que justement, j'imagine que tu as déjà eu ces questions ou que des gens peut-être ont émis un peu la peur de waouh, ça me définit en fait et peut-être que ça me conditionne. Comment tu vois les choses par rapport à ça? En tout cas, c'est justement moi ce que je trouve hyper intéressant avec cet outil, c'est que c'est justement pas le cas. C'est justement pas le cas dans le sens où, avec la connaissance de notre, alors moi j'aime bien dire plutôt famille de types, hein, que type, parce qu'on peut avoir 2 personnes du même type qui sont complètement différentes, hein. Comme je dis, c'est quelque chose qui est au fond de nous. Mais au-delà de notre famille type, de découvrir de quelle famille on fait partie, on a justement un chemin d'évolution qui nous est donné avec. C'est-à-dire qu'on fait partie d'une famille type, ça sera pour toute notre vie, c'est depuis le début jusqu'à la fin de notre vie, on ne va pas changer de type au cours de notre vie. Donc ça déjà, je le dis, c'est important de le savoir. Mais au-delà de ça, on a
on a deux autres types qui sont très, très importants, qui font aussi partie finalement de ce qu'on est, puisqu'on a le type vers lequel on a notre évolution. Donc, on prend toujours ces aspects négatifs, ces aspects positifs, pardon, quand les choses vont bien. Et c'est justement intéressant de le connaître parce que c'est ces aspects positifs qui vont nous nourrir, qui vont nous permettre aussi de connaître quelle est notre voie d'évolution. Et puis, on a aussi un autre type. Donc, il y a toujours des flèches sur l'énéagramme. J'ai une petite image là que je peux montrer. Voilà, j'aime bien montrer celle-ci, mais voilà, par exemple, si on regarde, voilà, si je prends par exemple le premier, le type 1, on voit qu'il est relié à la flèche 4 et à la flèche 7. Justement, Marilyn, ce symbole de géométrie sacrée, on pourrait l'appeler comme ça, il correspond à quoi pour toi? Donc, c'est un cercle avec une espèce de grande étoile avec plusieurs branches à l'intérieur. Ouais, c'est un cercle avec un triangle et puis on dirait, je sais pas, un peu de figures hexagonales, un peu, Ouais, ouais. un peu différentes. Et tout autour, tu retrouves du coup Et tout autour, on a les 9 familles types types, exactement. Et jusqu'à 9. voilà comment ça fonctionne justement avec ces flèches. Donc, si je prends par exemple le type 1, je vais donner un exemple concret, ça sera plus simple. Voilà, il va vers le 7 et il va vers le 4. Ça veut dire que son intégration est en 7. Donc, pour évoluer, il va se nourrir des aspects positifs du profil 7. Et il est intéressant aussi qu'ils connaissent bien le profil 4, puisque quand il y aura des étapes très difficiles de vie, il se peut qu'il aille prendre justement dans les côtés, on va dire, moins positifs du 4. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément négatif, au contraire, parce qu'il peut justement apprendre à transformer ça. Mais c'est important aussi de connaître ces deux types. Donc, déjà, je dirais qu'on n'est pas cloisonné dans un type, puisqu'il y a cette espèce de triade qui se fait. Et puis, finalement, comme je disais, c'est vraiment par rapport à un mécanisme de défense qui est prédominant. Ça ne veut pas dire que les autres, on ne les connaît pas. C'est pas, par exemple, parce que je trouve que le monde manque de perfection que ça ne veut pas dire que je trouve pas non plus qu'il est pas injuste. Il y a beaucoup de choses qui sont liées et c'est pour ça que définir finalement la typologie d'une personne, son profil type, c'est complexe parce qu'on peut avoir beaucoup de choses qui nous animent, beaucoup de choses qui sont liées à notre vision du monde. En revanche, il y a quand même toujours il y a quand même un mécanisme qui est là, qui est toujours en avant. Je parlais de moteur, c'est comme le moteur d'une voiture, quoi. C'est exactement la même chose. Il y a toujours quelque chose qui va plus nous tirer en avant et qui va être présent dans les grands aspects décisionnels de notre vie. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est coincé dans une case. Au contraire, parce que, comme je disais, on va être aussi amené finalement à découvrir tout ça. Et justement, et c'est là où c'est intéressant, je pense que quand on fait cette découverte, déjà pour soi-même, de son énéatype, forcément, on va aussi apprendre à connaître les autres. Parce que pour se découvrir soi, on doit aussi apprendre à connaître les autres. En tout cas, moi, quand je fais des entretiens de découverte, j'amène toujours les personnes aussi à connaître les autres types. D'ailleurs, je ne donne jamais le type à une personne. La personne doit se reconnaître dans son type. Donc, on va passer en revue les autres types. Et c'est là, au contraire, où je trouve que ça amène justement beaucoup d'ouverture parce qu'en connaissant les autres types, on va aussi beaucoup mieux comprendre comment fonctionnent les autres, comment fonctionne le monde. J'aime bien dire, c'est comme si on avait 9 paires de lunettes et on met de temps à autre les lunettes de quelqu'un d'autre. Donc, voilà, pour moi, ça ouvre plus que ça cloisonne. Ok, ouais, c'est super intéressant. Tu parlais donc, on peut retenir l'idée qu'il y a effectivement un grand type, une grande famille, donc notre famille d'énéagrammes qui va nous suivre de A à Z. Et puis, tu parlais du type de désintégration et du type d'intégration, donc le côté intégration plus positive vers justement notre évolution possible. Et ce qui est peut-être encore mieux et juste pour nous, et le désintégration qui peut être dans des moments un petit peu de challenge de notre vie, où justement on prend une pente glissante vers un autre type qui est plus difficile pour nous. Et effectivement, que ce qui est intéressant aussi, c'est que tu dis qu'on traverse tous les types à un moment de notre vie pour les expérimenter. Et c'est intéressant pour pouvoir, oui, se mettre à la place de l'autre, justement, dans cette idée qu'on traverse tous les grandes familles de l'énéagramme. Comment ça se met en place? Est-ce que c'est des tranches de vie? Est-ce que c'est des moments où on switch juste d'une famille à l'autre? Comment tu le perçois? Alors, sa famille, en tout cas son type, reste toujours le même. Ça ne change pas. Donc, il est là depuis toujours, comme je disais, et ça, c'est quelque chose qui reste. Donc, on ne va pas changer de type. En revanche, on va comprendre en fonction des situations qu'on vit comment certains types fonctionnent par rapport à leur mécanisme. Et ça s'ouvre aussi beaucoup justement quand on commence à appréhender cette connaissance de l'énéagramme.
où lors de certaines situations, on va se dire, peut-être aussi quand on est face à certaines personnes, mais je comprends pourquoi cette personne réagit de cette manière. C'est parce que, voilà, c'est très certainement lié à ce mécanisme qui va se développer dans telle ou telle situation. Et je comprends par rapport aussi à elle, à ses, on va dire, à ces paradigmes, pourquoi est-ce qu'elle va réagir de telle ou de telle manière. Ouais. Peut-être que ça fera aussi un effet miroir pour soi-même dans certaines situations. Par exemple, je te donne de nouveau un exemple concret pour que ce soit plus perceptible. On a un type qui est qui a pour mécanisme la peur. Mais ça ne veut pas dire que c'est le seul qui ne connaît pas la peur. Qui n'est pas parfois face à des dangers ou à des choses où tout à coup il se dit oh. Et c'est là où on va se dire ok, je m'imagine maintenant peut-être que cette personne qui est dans cette famille de type, lui, va expérimenter ça beaucoup plus souvent de manière beaucoup plus puissante, mais j'arrive à comprendre parce que ce sentiment, je le vis aussi. Pareil pour l'injustice. On est tous face aussi à des situations d'injustice dans notre vie. Donc, on peut comprendre aussi comment certains types qui ont vraiment ça ancré très fort au fond d'eux peuvent réagir quand ils sont face à une situation d'injustice. Tu vois, c'est plutôt par rapport à ça. En revanche, c'est quand même toujours notre moteur, Ouais. notre code qui est là au fond. Et ça ne change pas. Ouais. Justement, est-ce que tu peux nous faire peut-être un petit tour rapide d'horizon, parce qu'il y a tellement à dire, mais Bien un sûr. tour rapide d'horizon des 9 grandes familles. Oui, absolument. Alors, ce que je trouve intéressant peut-être aussi, c'est justement de parler des types et puis aussi des visions du monde. Je trouve intéressant pour illustrer les types de parler vraiment des visions du monde de chacun, parce que finalement, c'est ça aussi qui est très lié à ce qu'on a à l'intérieur de soi et qui va être un mécanisme qui va beaucoup nous accompagner tout au long de notre vie. Alors, donc, je vais les prendre par ordre. Donc, on a la première famille, c'est la famille numéro 1. Donc, c'est la famille qu'on appelle la famille perfectionniste. Donc, le type 1, c'est le type perfectionniste. Donc, lui, c'est le petit enfant qui va arriver au monde, ou en tout cas qui va développer sa vision, où pour lui, le monde est imparfait et il faut l'améliorer. Voilà, ça va être vraiment son challenge. Le monde est imparfait, il faut l'améliorer. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va être dans cette quête d'amélioration, de bien, de faire les choses comme il faut selon sa vision. Et comme sa vision est très élevée, forcément, il a aussi des idéaux très élevés. On dit souvent que les personnes 1, au-delà d'une quête de sens, c'est presque une quête d'absolu. Ouais. C'est vrai que c'est souvent des personnes qui aiment bien les choses bien ordrées, bien faites, mais c'est parce qu'il y a aussi ce mécanisme très profond de vouloir rendre les choses meilleures. Super. Donc voilà, ça c'est le type 1 qui tend vers la perfection et qui est aussi habité. Alors, je vais te donner aussi les beautés, les travers de chaque type, qui est aussi souvent habité par beaucoup de colère parce que les choses n'étant jamais suffisamment assez parfaites, il y a de quoi faire pour améliorer le monde, il est souvent, voire tout le temps en colère. Colère qui est sous-jacente parce que l'exprimer, ça ne montrerait pas quelque chose de parfait. Donc, c'est une colère qui est souvent sous-jacente. Et là, et c'est ça aussi finalement, lui, c'est un peu son cheval de bataille. Et je crois qu'on est sans doute beaucoup à être dans cette dynamique-là quand on voit en ce moment peut-être le besoin de changer les choses et d'être dans une nouvelle société. Et peut-être que si vous nous écoutez ou que vous nous regardez, je pense que plein de familles de types vont peut-être résonner avec vous. Vous pouvez même vous laisser infuser sans forcément choisir, parce que c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Il y a tout un process de questionnement et de questions assez ciblées pour pouvoir définir votre type, mais peut-être ça peut vous apporter des éléments de réponse, de vous dire « Ah, c'est marrant, effectivement, je reconnais certains patterns dans ma vie qui se rapprochent de ça. » Ouais, exactement. Ouais, ça va être intéressant de voir peut-être s'il y a des auditeurs qui se reconnaissent dans un ou plusieurs types. Bien envoyer avant de rencontrer les personnes ou même en début d'entretien les différentes visions du monde. Et c'est joli de voir que finalement, il y a beaucoup de visions du monde dans lesquelles on se reconnaît. Et après, c'est pas toujours évident d'identifier la sienne. C'est un joli chemin à faire. Voilà, donc le 1, on a compris, c'est beaucoup dans le contrôle, et lui, son chemin d'évolution, ça va être vraiment d'aller vers la sérénité, vers la joie, vers le plaisir. Ensuite, on a le type 2 qu'on appelle, donc ça c'est la famille l'altruiste.
L'altruiste, et donc ça, c'est vraiment le nouveau, hein, je reviens souvent à l'enfant, c'est l'enfant intérieur aussi, qui dit que il se dit, le monde ne me donne pas d'amour si je n'en donne pas. Ça veut dire que pour lui, vraiment son mot-clé, c'est l'amour. Il a besoin d'amour, il a besoin de tout cet amour autour, mais on va dire, il a développé l'idée qu'il doit donner beaucoup d'amour pour en recevoir. Il y a une sorte vraiment, voilà, comme s'il y avait un échange qui devait se faire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donner beaucoup d'amour, être hyper chaleureux, peut-être même prévenir les besoins des autres avant même que les autres se rendent compte de quels sont leurs propres besoins. Donc, très avenant, très chaleureux. En revanche, voilà, il peut y avoir, hein, comme je disais, je donne aussi le beau et le travers, il peut y avoir une certaine forme d'orgueil dans le fait de donner beaucoup et finalement de ne pas toujours obtenir ce qu'on désire en retour. Donc voilà, ça c'est vraiment le côté, voilà, le côté altruiste. Ce type aussi, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? C'est quelqu'un, voilà, bon, on a compris, il aime aider, il aime beaucoup aider. Il le fait pas toujours, hein, mais aussi parfois pour être aidé en retour. Il y a toujours aussi un grand niveau d'évolution dans chaque type. Donc, quand on est aussi dans son type bien évolué, on n'est plus dans ces formes de travers. Ça va, Oui, voilà. ça veut dire qu'on ne va plus dans le type de désintégration qui est associé à son grand type. Et même dans les travers déjà de son propre type, avant même d'aller dans la désintégration. Donc voilà, ça aussi c'est intéressant. Donc voilà, le 2, c'est quelqu'un aussi qui peut aller jusqu'à oublier ses propres besoins, incapacité à dire non, l'orgueil d'être indispensable. Mais au-delà de ça, voilà, c'est des personnes qui sont extrêmement aidantes, extrêmement humaines, extrêmement chaleureuses, qui sont aussi très agréables d'avoir dans notre entourage. Ouais. Donc voilà, ça c'est la famille 2. Ensuite, je passe très vite sur chapitre. Il y aura tellement à dire. Il y a tellement de choses à dire. Juste pour qu'on ait un peu la couleur générale, globale de chaque type. Ouais. Exactement. Ensuite, on a la famille des 3, qu'on appelle le type battant. Donc lui, sa vision du monde, c'est le monde valorise ceux qui réussissent et ont des résultats. Donc, qu'est-ce que va faire ce type? Eh bien, il va faire, parce que pour lui, le monde aime les gagnants. Donc, il va faire, mais peut-être oublier d'être. Donc, vraiment agir, être dans l'action au détriment finalement de ce qu'il est vraiment et souvent aussi de ses émotions. Donc, c'est quelqu'un qui va vouloir abattre beaucoup de travail, atteindre des grands résultats dans sa vie, qui est animé par le succès, par les objectifs, les résultats, comme je le disais, et qui va être dans l'évitement impératif de l'échec. Parce que ça, pour lui, c'est terrible. Et sa valeur, finalement, elle passe par ce qu'il fait et pas par ce qu'il est. Donc, il s'identifie beaucoup aux résultats. Donc voilà, lui aussi, son chemin d'évolution, ça va être dans l'authenticité, dans retourner finalement à ses besoins profonds, à ce qu'il est réellement. Oui, être au lieu de faire. Exactement. Ouais. Ensuite, on a le type 4, pour qui la vision du monde est « Les humains souffrent de ne pas être connectés au reste du monde ». Voilà. Le type 4, on l'appelle le romantique. On peut l'appeler aussi le tragico-romantique, ça dépend. Il y a des dénominations qui sont parfois un petit peu différentes, surtout quand on traduit de l'anglais au français, hein, donc je préfère le dire. Donc voilà, le 4, vraiment le tragico-romantique. Tragico-romantique, ça peut faire peur à certaines personnes. Voilà. Alors, comme je ne l'ai pas dit, mais je le dis, il n'y a pas un type meilleur qu'un autre. Hein. Ouais. Ils ont tous leur exception comme leur travers, au même niveau. Donc, parfois, on a envie d'être un, on n'a pas envie d'être un autre, mais voilà, c'est pour ça, il y a vraiment un pied d'égalité entre tous les types. Mais le tragico-romantique, c'est aussi un type très, très intéressant qui, lui, va finalement construire sa vie sur Alors, il y a un certain manque. Il y a un certain manque qui est là depuis toujours et il va chercher à combler ce manque. Il y a aussi cette idée d'être très différent. C'est d'être très différent et justement une recherche d'originalité, une quête du beau, une quête de l'esthétisme. Donc, les profils 4 sont souvent des grands artistes. Ce sont des personnes qui voient la beauté dans toute chose. Ce sont des grands poètes. Alors, ce n'est pas forcément des artistes au sens, qui peignent ou qui font de la musique. On peut être artiste finalement dans son quotidien, dans sa manière de voir les choses ou de mener sa vie.
Une sensibilité aux belles Il y a une- choses, à voilà, l'art. il y a une extrême sensibilité, une grande connexion aux émotions et, Mm. et souvent voilà, un foyer vraiment un foyer de réalisation, de créativité qui est très important par rapport à cette reconnexion aux émotions. Mm. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le profil 4? Oui, ben, c'est souvent ouais, un sentiment d'être différent, puis comment est-ce que je peux exprimer cette originalité? Donc là, il y a une quête du beau. Hein, on parlait du profil 1, il y a la quête du bien, là, il y a la quête du beau. Ouais. Et l'envie de se distinguer et l'évitement de la banalité. Ensuite, on a le profil 5 qu'on appelle l'observateur. Donc, pour lui, le monde est intrusif. Il faut le comprendre pour se protéger. Donc, le profil 5 est vraiment quelqu'un qui va être dans cette grande observation et vouloir aussi se protéger, mais aussi protéger son intimité. On a un petit peu l'image de quelqu'un qui est dans sa grotte et qui aime étudier, qui aime apprendre, qui aime comprendre, qui va vouloir se nourrir de beaucoup de sources d'informations pour justement accéder à cette grande compréhension du monde et pouvoir éviter aussi une certaine forme de vide dont il a horreur. C'est Ouais. quelqu'un qui est beaucoup dans l'intellectuel, beaucoup à vouloir apprendre, comprendre, savoir comment se passent les choses. Et voilà, c'est aussi quelqu'un qui aime beaucoup la solitude, qui n'aime pas trop être dans les groupes et qui n'est pas non plus forcément toujours très connecté à ses... L'observateur. Ok. Ouais. En retrait, du coup, et plutôt dans l'analyse mentale, tu dirais, d'une certaine manière. Alors, justement, en énéagramme, c'est intéressant, il y a 3 centres. Hein. Il y a un centre mental, centre instinctif et centre émotionnel en fonction de son type. Ouais. Donc, il y a 3 centres un centre pour 3 types, vu qu'il y a 9 types et 3 centres. Voilà. Ouais. Le type 5 est est dans le centre mental, mais pourtant, c'est souvent des personnes qui sont très intuitives. Donc, pas reliées au centre instinctif de prime abord, mais c'est des personnes qui sont très intuitives parce qu'ils ont justement ce don d'observation, de capter et finalement de percevoir des choses que d'autres ne percevraient pas. Ouais, ce qui est une grande qualité aussi, voilà, j'imagine si vous retrouvez en nous écoutant quelques petites choses qui résonnent, c'est aussi une grande qualité de ressenti, de clairvoyance aussi, peut-être, pourquoi pas, si on devait faire le lien, tu vois, avec une forme d'ouverture spirituelle à des choses. Exactement. Et lui, justement, son chemin d'évolution va être dans le partage de ça. Parce que c'est souvent quelqu'un qui retient beaucoup, il retient les informations, il peut se montrer avare de son temps, de son énergie. Et lui, vraiment, c'est en transmettant tout ça aux autres qu'il va vraiment retrouver aussi le goût de la vie et le partager avec les autres. Ouais. Ensuite, on a la famille 6, loyal sceptique, comme on appelle. Hein. Attention. Le monde est menaçant, donc il faut être vigilant et se méfier. Donc, alors, le 6 est un profil assez particulier puisque finalement, il y a une dualité dans ce profil. Donc, c'est quelqu'un qui a comme moteur la peur, clairement. Ouais. La peur, le doute. Qui voit des dangers là où personne ne les verrait. Hein. Donc, il y a tous des choses qu'on voit que les autres ne voient pas. Lui, c'est les dangers. Donc, c'est quelqu'un qui va chercher aussi beaucoup à anticiper, à peut-être même se créer des scénarios, des histoires pour être sûr que tout se passera comme il faut. Donc, il va se raconter des histoires comme personne. Mais c'est quelqu'un justement qui va avoir cette faculté de vraiment de se prémunir de tous les dangers. Et c'est aussi une personne qui est extrêmement, extrêmement portée sur la loyauté. Ça ne veut pas dire que les autres profils ne le sont pas. Il y a d'autres profils qui sont aussi très, très, très loyaux. Mais lui, voilà, c'est vraiment son fer de lance, c'est la loyauté. Comment puis-je être le plus loyal possible? Et comment puis-je faire justement pour me prémunir de tous les possibles dangers? Je disais, il y a une dualité parce qu'il y a deux profils au sein du 6. Il y a celui qu'on appelle le phobique, qui lui, sait très bien qu'il a peur et puis qui va... Ben voilà, il va, comme je disais... Ce serait une personne qui a justement des phobies, plusieurs phobies ou... Ouais, d'accord. Plus ou moins, parce qu'on peut être, de nouveau, on peut être dans un niveau très, très évolué de son type où finalement la phobie, elle est moindre. On va être plus attentif aux possibles dangers, mais c'est pas quelque chose qui va venir nous atteindre ou qui va avoir une incidence sur notre vie. Mais on l'appelle comme ça, c'est pour le différencier. Le type phobique, c'est quelqu'un, il sait qu'il a peur et puis ben voilà, il va justement agir dans l'anticipation, prévenir tous les dangers, se demander à qui il peut faire confiance. Est-ce que ça peut être justement des personnes un peu paranoïaques, comme on pourrait l'appeler
Alors voilà, si c'est quelqu'un qui est vraiment dans un, Ouais, dans l'extrême. dans un extrême, effectivement, ça pourrait, tout Hmm. à fait. Donc ça, voilà, c'est pour le côté phobique. Et puis, on a le 6 qu'on appelle contrephobique. Alors, ça peut être la même personne selon différents événements de vie, ou Ouais. ça peut être une personne qui est plus phobique ou une autre plus contrephobique au sein d'un même type. Le contrephobique, alors lui aussi, c'est qu'il a peur, mais il déteste ça. Donc, il va tout faire pour réprimer cette peur et il Hmm. va se montrer courageux. Donc, ça va être peut-être quelqu'un tout à coup qui va se dire, ah tiens, demain, je vais aller me faire un saut en parachute. Ou Ouais. je vais commencer un peu à finalement à me montrer très courageux. Donc, en fait, au fond de moi, j'ai très peur, mais je vais tout faire pour ne pas le montrer. Donc, ça va m'amener aussi peut-être parfois à avoir des comportements un peu étranges, peut-être tester mon partenaire, tester Hmm. des personnes au niveau relationnel. Voilà. Donc lui, effectivement, son chemin d'évolution, ça va être vraiment d'arrêter d'être dans les projections et puis finalement d'accepter ce que la vie va lui donner et aussi de retrouver, je dirais, un certain recentrage dans le corps plutôt que dans le mental, parce que le 6 c'est aussi un type mental. Donc, D'accord, c'est de ouais. privilégier une activité où le corps, il y a une reconnexion au corps qui se fait. Mais c'est drôle, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, qu'on traverse tous, toutes les familles à un moment. Je pense qu'on peut tous se retrouver dans tout ce que tu viens de Voilà, décrire là. Oh, il y a des moments c'est dans ça. ta vie, effectivement, Oui. tu as eu ces peurs, tu as eu ces phobies, tu as eu cette envie de te dépasser, ou tu étais effectivement dans l'envie de changer le monde, ou tu étais effectivement dans le côté beaucoup d'observation. On a tous des phases qu'on peut traverser. Oui, et ce qui est intéressant, une fois qu'on a compris quel est son énéatype, c'est que on traverse tout ça, mais il y a quand même toujours son propre mécanisme qui est à la source de tout ça. Ensuite, on a donc le type 7 qu'on appelle l'épicurien. Alors ça fait rêver hein, sur le papier parce qu'on a tous envie On a d'être. tous envie d'être On épicuriens. dit non, mais moi je suis. Tout le monde va dire ah mais moi ça c'est mon type. Hein. Moi je suis épicurien. Oui, sauf que sa vision du monde, hein, c'est le monde nous limite, nous frustre et peut nous faire souffrir. Donc comment est-ce que je vais répondre à ça? Ben, je vais répondre à ça en étant tout le temps dans cette quête de plaisir, de joie, de m'éclater, d'être juste dans le moment présent et de vraiment tout faire pour peut-être pour ne pas voir des choses plus difficiles qui seraient pourtant intéressantes d'aller aussi observer de temps à autre. Il peut y avoir justement une certaine forme de déni de tout ça pour être juste dans le côté fun. Alors, c'est sûr que les profils 7, c'est typiquement la personne que tu vas vouloir inviter à une fête. Tu sais que ça va être génial, il va s'entendre avec tout le monde, il va mettre l'animation, enfin, il ou elle va mettre l'animation. Voilà, c'est super. Je parle aussi, voilà, de nouveau, hein, du travers. Sauf que si tu vas peut-être parler de tes soucis que tu as en ce moment à cette personne, elle ne veut pas Ouais, entendre. Elle est ouais. déjà en train de parler à quelqu'un d'autre pour organiser la prochaine fête. Voilà. Donc, il y a vraiment cet évitement, je dirais, de la souffrance. Zapper souvent les émotions qui peuvent être douloureuses. Et dans le chemin d'évolution, c'est comprendre aussi qu'on peut vivre pleinement dans l'instant présent, mais vivre pleinement et aussi être reconnecté à des choses parfois plus difficiles, mais qui vont aussi nous permettre finalement de nous apporter une meilleure énergie quand on arrive à les outrepasser. Oui, et puis de pas avoir peur de ses émotions aussi. Exactement. Ouais, Exactement. Ni des siennes et ni de celles des autres. Voilà, que aussi ouais, ouais. apprendre à faire face à tout ça, ça peut aussi nous aider à beaucoup progresser. Ensuite, on a le type 8 qu'on appelle le chef ou le chef protecteur parce que il y a cette dualité très intéressante hein, chez le profil 8 où il y a une dominante, une envie de se montrer très fort, mais aussi un aspect très protecteur et aussi d'aide. Hein, parce que pour lui, la vision du monde, c'est le monde est souvent injuste. Il Hmm. faut être fort. Ou on peut même dire le monde est une jungle. Seuls les forts s'en sortent. Ça, c'est vraiment la vision qui s'est déployée chez le type 8. Donc, le type 8, il a vraiment souvent on va dire, cette apparence d'être quelqu'un de très fort, qui peut se montrer très dominant. Il y a une énergie particulière chez les 8 où on peut vite se trouver un peu C'est le complètement chef, c'est ça? ouais, le chef protecteur, où on peut vite se sentir complètement. Voilà, on a l'impression que c'est vraiment des personnes qui sont, voilà, qui sont au-dessus, qui prennent beaucoup de place. Donc, c'est des personnes qui ont choisi de se montrer fortes et combatives parce qu'elles ont cette vision du monde qui peut être injuste et pour s'en sortir, voilà, il faut y aller, il faut se montrer fort. Être dans le contrôle, combattre l'injustice, mais aussi
protéger, comme je disais, protéger peut-être ceux qui en ont le plus besoin. Il y a ce côté important chez les 8 de Justicier, quoi. vouloir justifier exactement, de vouloir prendre certaines personnes sous leur aile, parce que justement, ils veulent rétablir une certaine forme de justice et d'équité par rapport à tout ça. Donc voilà, beaucoup de déni, cacher la vulnérabilité. Ouais, ce qu'on peut retrouver, c'est intéressant, ce qu'on peut retrouver peut-être parfois principalement dans le genre masculin, en tout cas ce que la société a voulu créer de l'homme, ou peut-être dans des, tu me diras, mais j'imagine dans des professions comme des hommes qui partent à l'armée, la politique, etc., des hommes qui ont envie vraiment des hommes ou des femmes d'ailleurs, mais des personnes qui ont envie vraiment d'impacter le monde en fait, et de protéger. Exactement, ouais. Et justement, lui, ce profil, quand il va se reconnecter à sa vulnérabilité et à peut-être quand justement il est dans cet esprit de protection, d'aider, c'est vraiment ça aussi qui va l'amener dans cette grande évolution, dans cette grande connaissance de soi. Donc apprendre à se relier à la vulnérabilité. C'est intéressant, tu vois, parce que ce type particulièrement dont tu parles, peut-être que, tu vois, il y a aussi un aspect qu'on pourrait imaginer de type collectif où on traverse des types à certains moments de l'humanité, en fait, tu vois, et j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre, c'est cette espèce de force qu'on a mis en avant pendant des décennies et des décennies, et même plus d'ailleurs, des siècles et des siècles, de ce côté, on doit tout gérer, etc., qui peut être un côté, moi qui fais beaucoup le parallèle avec l'énergie ou les pôles féminin ou masculin, ça pourrait être une énergie masculine très forte qui a voulu tout gérer, tout mettre en place et qui a besoin maintenant de retourner à des émotions, en fait. Absolument, absolument. C'est très, très intéressant de faire ce parallèle. Ouais. Mais c'est fou parce que on voit aussi à quel point, quand on vit des situations complexes, comme actuellement, ou des contextes qui nous bousculent, je me suis toujours demandé finalement quel est le lien qu'on peut faire avec un outil comme l'énéagramme et justement le déploiement de nos profils ou de nos mécanismes quand on est face à ce genre de situation. Et c'est pour ça, je trouve que plus que jamais à l'heure actuelle, c'est hyper puissant de faire ce chemin de connaissance de soi, de C'est ça. toi-même. Est-ce que tu penses, toi, d'une certaine manière, qu'on pourrait aussi déterminer peut-être un cycle de l'humanité, de là où on en est? Est-ce qu'on traverserait de manière collective tous les cycles tu vois, de manière, je sais pas, tu vois, tous les types de manière cyclique plutôt? Alors, en tout cas, les énergies de chaque type, ça, je suis certaine. Les énergies qui poussent vraiment justement qui sont à la base du moteur de chaque type, oui, ça j'en suis certaine. Et ce serait logique finalement, parce que tu vois, c'est ce qu'on déploie quand on travaille avec la multidimensionnalité, ou de toute façon, le travail en prenant beaucoup plus d'ampleur, c'est qu'on est à l'image d'un grand tout, et le grand tout est nous. Et Absolument. peut-être qu'on traverse collectivement aussi ces grands types et successivement, quoi. Oui, oui, tout à fait, oui. Ouais, c'est super, super intéressant. On peut faire tellement de parallèles, en fait. Oui, et puis justement, ce qui est hyper intéressant, c'est que j'ai envie de te dire, allons vers le type 9 parce que Ouais. parce que là aussi, on a quelque chose de très beau, de très positif. Super. Du coup, ouais, le type, Alors, je montre c'est le dernier type dont tu vas nous parler. Ouais, c'est le dernier. Alors, c'est le dernier, hein, c'est la dernière famille, donc il est là-haut, vraiment sur le triangle. Le type 9, il est intéressant, il porte tous les autres profils. Et c'est aussi d'ailleurs celui qui va peut-être le plus se reconnaître dans tous les profils. Je trouve ça intéressant parce que souvent, quand je fais un entretien avec une personne neuve pour découvrir l'énéagramme, c'est souvent la personne qui va me dire oh, mais moi, je me retrouve dans tous les types, je sais vraiment. Parce que justement, il y a cette espèce, on va dire, de grande empathie, d'identification à tout le monde, parce que voilà, on l'appelle le médiateur. C'est le médiateur, et c'est vraiment celui qui est à la recherche d'harmonie, d'équilibre, et pour qui le monde est source de conflits. Donc, il vaut mieux ne pas faire de vagues. Ouais. Et ensuite, où est ma place dans ce monde plein de conflits? Ouais. Donc, les neufs sont vraiment, on va dire, les gardiens, les rois de l'harmonie, mais qui peuvent avoir parfois peur d'exprimer leur opinion, de peur d'être rejetés, et qui vont être dans un évitement des conflits. Alors, quand ils sont justement en évolution, ils deviennent vraiment des médiateurs, mais souvent, il y a vraiment un chemin qui passe par l'évitement des conflits, et malheureusement, d'arriver
parfois à se faire oublier, alors que Ouais, c'est des ouais. personnes justement qui ont cette force tranquille, qui sont très solaires et qui sont aussi importantes justement dans cette figure, dans ce schéma de l'énéagramme. Donc souvent des personnes qui sont très à l'écoute, pleines d'empathie, gentilles, faciles à vivre Ouais. et qui savent vraiment comprendre les autres, qui savent les écouter. Comme je disais, hein, ça peut être même jusqu'à la fusion et qui ont ce besoin de faire régner l'harmonie. Ça Ouais. va être vraiment la préoccupation du neuf. C'est comment est-ce que je peux être sûre que l'harmonie règne quand j'organise quelque chose avec des personnes, quand je me rends dans un endroit. Voilà. Et puis après, comme j'ai dit, parfois le travers, c'est comment est-ce que je prends ma place. Et finalement, parfois, je ne veux pas trop prendre des décisions. Alors, qu'est-ce que je fais? Je préfère ne rien faire du tout. Et ça, finalement, ça peut être mal perçu, alors que lui veut faire bien, mais ça peut être mal perçu parce Et que tu, c'est tu comme une disais tout à l'heure justement que ce serait intéressant qu'on aille collectivement vers ce neuf pour des raisons de puissance du cœur, justement. Ouais, et puis d'harmonie, de compréhension, de tolérance. Voilà, je fais le parallèle justement avec Ok, alors c'est parti, on engage la société et le collectif vers la famille neuf et le médiateur À l'heure actuelle, pacificateur. je pense que c'est l'énergie dont on a besoin. Ouais, ouais. On Ça, sent c'est qu'on beau, change. effectivement, de Et c'est voir. vrai que je pense qu'une énergie neuve, à l'heure actuelle, collectivement dans le monde, ouais, c'est une énergie qui est nécessaire. Et peut-être que de toute façon, tu sais, c'est comme tout. Au final, c'est le neuf, c'est le dernier cycle, c'est la dernière, le dernier morceau du cycle, tu vois. C'est que effectivement, on a peut-être besoin de ça pour revenir à une autre forme, peut-être un énéagramme un petit peu, tu vois, modifié avec des qualités où on aura justement intégré ce qui est positif pour nous, pour repartir sur un cycle vraiment harmonieux. Et peut-être que c'est notre, tu vois, notre dernière énergie à traverser pour se remettre vraiment d'aplomb et peut-être faire tout le lien avec ce qu'on connaît de nouvelle ère, d'ère du Verseau, etc., qui finalement, on arrive au point culminant de tout ça et on se remet dans une polarité de partage, d'échange, d'ouverture. Ça peut être une belle façon de voir le collectif avec un outil aussi intéressant aussi individuellement que l'énéagramme, quoi. J'adore ces idées de parallèle, puis de voir comment est-ce Ouais. qu'effectivement, parce que je sais Il y pas a des si réponses partout. ouais, ouais, et je pense pas que c'est la première chose à laquelle on pense quand on se dirige vers l'énéagramme, mais c'est Non. beau justement de voir à quel point on peut aussi, tirer d'autres ficelles de cet outil. Ouais, je pense qu'effectivement, tu vois, c'est comme tout, tu peux partir d'un outil qui peut être très individualiste, et puis on s'ouvre au collectif, c'est le but, tu vois, c'est cette fameuse phrase, voilà, change-toi toi-même avant de changer le monde, on est en plein dedans, en fait. Complètement, et c'est pour ça que je trouve que le faire pour soi, c'est déjà merveilleux. De le faire en couple, Ouais, c'est un ouais, ça cadeau. ouvre. Et puis après, voilà, on peut le faire même là, j'ai eu, l'occasion de le faire découvrir dans une entreprise, dans l'équipe d'une Ouais, entreprise. ouais, ouais. Voilà, c'est à la base une entreprise où on est, voilà, c'est du cartésien, c'est du très, c'est très tangible. Mais voilà, il y a cette ouverture d'esprit, cette volonté aussi de comprendre comment est-ce qu'on peut améliorer les liens au sein d'une équipe. Et ça, je trouve Ouais, magnifique. c'est Puis je pense dans aussi, la synergie, en fait. voilà, puis pour des managers aussi, de mieux comprendre les membres de leur équipe et de comprendre aussi que parfois une personne, elle n'est pas incompétente. Elle est juste peut-être pas exactement à la bonne place, ou on communique peut-être pas de la manière optimale avec elle. Et Hmm. avec cet outil, on apprend beaucoup mieux comment est-ce qu'on communique avec Ouais, certains types de ouais. personnes, ce qu'on peut leur dire, ce qui peut les blesser, ce qui peut... Voilà, et c'est là où je dis souvent que si tout le monde avait la connaissance d'un outil tel que l'énéagramme, et je pense qu'il y aurait beaucoup moins de conflits parce qu'il y aurait beaucoup Tu plus vois, d'ouverture, de tolérance. c'est très juste ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Ça me fait penser à cette idée, comme tu parlais de l'entreprise, et de comprendre finalement quels types sont actifs dans l'équipe et comment on travaille ensemble, etc. C'est un peu cette idée, tu sais, de sortir de la normalisation, parce qu'on a voulu que tous les gens soient exactement de la même, tu vois, exactement pareil, fonctionnent pareil. Tu vois, c'est ce côté petit soldat, voilà, toujours bien dans les clous, alors qu'en fait, on comprend que, évidemment, qu'on a des polarités, des façons de penser, de réagir complètement différentes, et que tu mets... ça me fait penser à autre chose, je sais plus qui en parlait et qui avait parlé d'une phrase justement, tu peux pas mettre enfin tu peux pas mettre un éléphant ou faire le même rôle qu'une girafe ou je sais plus, il y avait quelque chose, tu sais, de cette idée-là, on va pas avoir les mêmes outils, on va pas avoir les mêmes capacités et tu peux pas, à tes souhaits, tu peux pas juger justement quelqu'un sur le travail
qui n'est pas adapté à cette personne. Et voilà. Et une personne, selon son type, fera le travail d'une manière différente et le fera pas forcément moins bien, mais elle le fera avec sa vision, avec ses possibilités, avec ce dont elle est capable là, à l'instant présent. Donc, ça ouvre à une richesse, à une grande richesse, et comme je disais, à une grande tolérance et à vraiment à cette idée finalement que c'est cette idée que tout est possible, une ouverture vers tous les possibles. C'est ce que tu dis, ouais, ça ouvre à une richesse, ça ouvre à la tolérance, ça ouvre du coup aussi à la diversité, à comprendre qu'on est tous vraiment différents, même si on est traversé parfois par des fluides, voilà, de tel type, de tel autre, etc. Parce qu'on partage tous à un moment ou à un autre peut-être quelque chose d'une autre famille de types, si on parle de l'énéagramme principalement, mais que effectivement, on a des couleurs différentes. Et on a des choses qui sont aussi très similaires qui peuvent arriver dans nos vies et nous toucher tous et nous impacter tous. Ouais. Merci Marilyn, c'est toujours un plaisir de toute façon d'échanger avec toi et de parler de toutes ces choses qui nous permettent de nous développer, de nous élever en fait. Merci beaucoup à toi. En tant que... C'est pas simple de synthétiser, il y aurait tellement à dire, mais voilà, l'idée c'était vraiment de donner une vision et puis voilà, déjà quelques couleurs, quelques saveurs de cet outil. Ouais, c'est super, quelques pistes pour les personnes qui nous ont écoutés. Voilà, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui vous allez trouver votre type tout de suite et que voilà, c'est pas forcément aussi simple que ça, mais en tout cas, peut-être ça vous donne des pistes de vous dire effectivement, est-ce que je me suis retrouvée dans l'observateur, est-ce que je me suis retrouvée un peu dans le chef, est-ce que je me suis retrouvée dans le perfectionniste ou dans le romantique? Est-ce que voilà, c'est des choses qui font partie de votre vie, peut-être dans un premier temps, avant de pousser peut-être la réflexion, si vous avez envie de vous servir de cet outil et peut-être même de faire votre type avec Marilyn qui vous permettra d'y voir plus clair. Peut-être de vous dire, dans un premier temps, ouais, c'est vrai, je me sens attirée ou je résonne particulièrement avec cette idée dans mon essence profonde. Quelle est la chose qui a toujours été présente ou quelles sont les choses qui ont toujours été finalement relativement présentes dans votre vie? Tu voulais rajouter quelque chose sur tout ça? J'encourage vraiment, en tout cas, les personnes qui le souhaitent à partir à la rencontre d'elles-mêmes avec cet outil, parce qu'au-delà de découvrir sa famille type, c'est aussi un très beau moment qu'on vit avec soi et pour soi. C'est un moment vraiment de recentrage et je pense que voilà, ça amène des réponses non seulement sur ce qui a pu se passer, sur qui on est, mais ça va aussi permettre justement de développer des réponses très importantes et des clés pour la suite de ces décisions de vie. Super, génial. Et puis d'ouvrir, comme on le disait, tranquillement pour le collectif. Voilà, c'est un bel outil qui nous permet de nous comprendre mieux et ça, c'est important de toutes les manières, quoi. Exactement. Merci beaucoup, Marilyn. Merci à toi, Armelle. C'était super, comme à chaque fois qu'on échange. Merci beaucoup. Avoir plusieurs beaux échanges à notre actif. Et puis, c'est vrai qu'on a toujours plein de sujets, tu vois, parallèles qui viennent se rajouter, quoi. C'est que le début. C'est que le début. Merci beaucoup. Merci à toi, Armelle. Merci à toi.